Bienvenue sur le webinaire La recherche et l'innovation au service de la pédagogie à saisie. Ce webinaire s'inscrit dans les 15 jours d'orientation des parents et est organisé par les 25 campus de saisie en France. Ce webinaire est enregistré pour justement passer en replay sur la chaîne de saisie à partir de la semaine prochaine. Donc, je demande aux personnes qui sont connectées de poser leurs questions uniquement par le chat et je pourrai ensuite les poser à nos intervenants. Tiffaine, je te laisse la parole. Merci Pascal, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc on va parler de recherche, d'innovation au service de la pédagogie. Donc on a la chance d'avoir avec nous des intervenants du département recherche et innovation à Saisie et on va vous présenter un petit peu tout ça. Alors, donc je vais commencer par présenter un petit peu les intervenants. C'est pas très poli, mais je commence par moi-même. Donc Tiffaine Borg, je suis ingénieure de recherche à Saisie, école d'ingénieurs. Donc ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille à Saisie sur le site de Nanterre et je suis là pour accompagner les plateformes pédagogiques sur le matériel de type fabrication additive métallique. Aujourd'hui, donc, je suis là pour animer un petit peu ce webinaire, mais on va parler plutôt des enseignants-chercheurs. Donc, nous avons avec nous 3 enseignants-chercheurs, donc Quentin, Andrea et Muriel. Je vais les laisser se présenter un petit peu. Donc, depuis quand ils sont à Saisie, quel poste ils occupent, et un petit peu leur historique, savoir d'où ils viennent, ces enseignants-chercheurs, et qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Quentin, si tu veux bien commencer. D'accord. Donc bonjour à tous. Donc Quentin Laporte, je suis donc enseignant-chercheur depuis à peu près un an dans le département recherche et innovation. Donc mon parcours très rapidement, donc j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2021 dans le domaine informatique et sur l'étude des graphes de collaboration et des réseaux sociaux de manière générale. Et j'avais eu de nombreuses expériences en enseignement dans différentes écoles d'ingénieurs. Donc j'ai poursuivi à Saisie en juin 2021 en tant qu'enseignant responsable pédagogique sur le cycle préparatoire intégré. Et dans ce contexte, donc j'ai animé pendant 2 ans les deux classes préparatoires intégrées du campus d'Orléans, donc la première et deuxième année. Et j'ai donc géré à la fois les aspects administratifs, l'accompagnement individuel et collectif des deux promotions. J'ai aussi la casquette de référent local du Fab Lab, donc on va revenir un peu sur ce que c'est que le Fab Lab, mais très rapidement, c'est un laboratoire de fabrication qui héberge du matériel pour le prototypage et la robotique, et puis également aussi un peu de numérique. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, je travaille avec les équipes de Nanterre sur la partie, on va dire, développement et maintenance des machines. Et puis, je fais aussi de nombreuses formations pour ouvrir le plus possible cet espace aux promotions du campus. Et donc, depuis un an, j'ai intégré le département recherche-innovation en tant qu'enseignant-chercheur en informatique. Et très rapidement, je travaille sur la thématique du bâtiment intelligent et bâtiment connecté. Voilà. Merci Quentin. Andrea, est-ce que tu veux bien te présenter Oui, également? bien sûr. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Andrea Boisadan. Je suis enseignante-chercheuse en méthode et stratégie d'innovation. Donc, en décembre 2024, ça fera 10 ans que je suis à Saisie. Donc, les premières années, c'était plutôt en tant que doctorante. Et puis, à partir de 2018, donc, j'ai rejoint Saisie en tant que salariée, donc sur un poste d'enseignante-chercheuse. Au début de ma carrière, j'étais plutôt à 50. J'encadrais une promotion en innovation. Et puis là, depuis quelques années, je suis passée sur plutôt un temps plein recherche. Donc moi, la petite originalité que je vais avoir, c'est que j'ai plutôt un profil en sciences humaines, parce que j'ai fait un master en psychologie. Et c'est un petit peu l'identité de l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, donc l'équipe Apprendre et Innover, où globalement, tous et tous les enseignants-chercheurs ont un cursus en sciences humaines, en sciences de la gestion, voire en sociologie.
Et donc, on apporte finalement cette casquette un petit peu humaine à nos ingénieurs. Donc, on intervient vraiment de manière transverse dans toutes les disciplines de l'école, que ce soit ingénieur généraliste, ingénieur BTP, ingénieur informatique, à différents niveaux. Et nos travaux, nos apports sont vraiment orientés sous l'angle de l'humain. L'humain est vraiment au centre de nos approches et c'est un petit peu ce qu'on vient offrir à nos élèves ingénieurs, s'intéresser à l'humain, prendre en compte les besoins des utilisateurs et entreprendre finalement une réflexion à partir des besoins humains. Merci Andrea. Muriel, est-ce que tu veux également te présenter? Un Oui, parcours bonjour aussi à tous. complémentaire. Donc, moi, je m'appelle Muriel Davis, je suis enseignante-chercheuse dans la même équipe qu'Andrea, c'est-à-dire apprendre et innover. Et j'ai 55 ans, je travaille depuis 15 ans au CESI et avant, j'ai travaillé 14 ans dans l'industrie, dans différentes usines, sur des sites de production. Donc, enseignante-chercheuse, ça veut dire d'une part enseigner, c'est-à-dire concevoir, animer des cours, et d'autre part, ça veut dire faire de la recherche, donc produire de la connaissance sur des sujets. Et dans ce cadre-là, ça veut dire se mettre au courant de ce qui est des contenus de la des connaissances dans l'état actuel sur les sujets que l'on traite, et puis poser des hypothèses sur qui pourrait résoudre des problèmes, et puis monter des expériences qui vont démontrer que ces hypothèses sont valables ou pas. Donc, moi, dans l'équipe, ma spécificité, c'est que j'ai fait mon doctorat de psychologie à 50 ans. Donc, j'ai d'abord eu des postes très opérationnels. Avec un diplôme d'ingénieur, je travaillais à l'usine. Et j'ai fait beaucoup de projets d'amélioration, j'ai travaillé en qualité, ce genre de choses, dans des usines textiles, parce que c'était mon domaine d'origine. Et après, quand je suis arrivée au CESI, j'ai aussi d'abord encadré des promotions d'ingénieurs qui étaient enfin, des gens qui étaient des adultes qui revenaient pour prendre leurs cours pour avoir un diplôme d'ingénieur. Et après, je me suis occupée d'un public de master je me suis occupée de master, par exemple, en management de projet. Donc, la spécificité dans cette équipe de recherche, c'est que j'ai d'abord un parcours ingénieur terrain, après un parcours responsable pédagogique, et après seulement, c'est le troisième métier que je fais, c'est la recherche. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Muriel. Alors en tant qu'enseignant-chercheur, bien sûr, il y a la partie enseignement, il y a la partie recherche. Est-ce que on peut peut-être détailler un petit peu plus vos expertises à chacun? Donc, en tant qu'enseignant, vous contribuez à la conception pédagogique, vous portez certaines conceptions de blocs, mais vous encadrez aussi des projets, des stages d'initiation à la recherche. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu, peut-être commencer par Quentin, sur ton expertise, quelle est ton expertise technique et donner quelques exemples d'expertise qui est vraiment appliquée à la pédagogie dans CESI? Alors, tout à fait. En fait, alors j'ai une première casquette un peu comme Muriel. J'ai commencé aussi par un diplôme d'ingénieur en informatique, plutôt spécialisé en développement logiciel. Et puis ma thèse a progressivement porté vers plutôt la partie, on va dire, statistique, IA et analyse de données, traitement de données. Et donc aujourd'hui, je travaille aussi sur le traitement de données dans un autre domaine qui est le bâtiment intelligent, bâtiment connecté. Et de ce fait, en fait, je couvre pas mal plusieurs domaines, on va dire, dans l'informatique, dans les formations en informatique que l'on dispense à CESI. Et donc, typiquement, pour donner des exemples assez précis, donc j'encadre des promotions de deuxième, troisième année et quatrième année en cycle ingénieur sur typiquement l'algorithmie avancée, donc comment en fait répondre à des problèmes complexes avec des algorithmes qui vont permettre d'avoir une réponse approchée à notre problème.
sur de l'IA également, sur du développement, comment mettre en place des applications complexes avec des contraintes en termes de passage à l'échelle, de capacité à traiter à la fois des applications mobiles, des applications web, des choses comme ça, puis du développement tout simplement aussi sur des deuxièmes années par exemple en développement orienté objet. Donc en fait, voilà, je couvre pas mal de domaines à ce niveau-là. Et donc en effet, comme tu l'as dit, Tiffaine, une de nos fonctions, c'est de faire du face-à-face pédagogique. C'est-à-dire qu'on va encadrer des étudiants en salle de classe pendant des cours, des TD, des TP, typiquement. Et on va également faire du suivi de projet dans ce cadre-là, puisqu'on a une pédagogie qui est très centrée sur les projets également. Sur la conception pédagogique également, ça se voit également. Je travaille sur deux blocs en conception pédagogique, sur du développement web et de la programmation objet. Un autre aspect qui me semble aussi assez important, c'est en effet l'accompagnement individuel, sur notamment typiquement ce qu'on appelle l'ADS, donc c'est l'application à démarche scientifique. Donc ça, je crois que c'est la slide suivante, Tiffaine, voilà, où en fait on a des étudiants en fait en 4e année qui vont être amenés à choisir un problème parmi tous les problèmes qu'ils souhaitent en fait, selon leur centre d'intérêt. Et l'idée de ce projet, donc, qui dure 8 mois, hein, c'est un projet transverse qui dure sur le long cours. Voilà, durant ce projet, les étudiants vont être amenés à définir une problématique en lien avec un contexte bien précis, et puis mettre en œuvre une démarche scientifique, hein, comme son nom l'indique, à savoir faire un état des connaissances, donc faire de la recherche bibliographique pour réellement savoir ce qui se fait dans ce domaine-là, quelles sont les solutions déjà possibles, potentiellement proposer à partir de cet état des connaissances une nouvelle solution, l'expérimenter cette solution, analyser les résultats donc, qui sont issus de cette expérimentation, et puis bien sûr conclure et définir aussi des perspectives, parce que généralement un projet ne s'arrête pas là. C'est assez parlant, je trouve, comme projet, puisque finalement, donc, d'une part, en tant qu'enseignant-chercheur, on est amené à encadrer les étudiants comme on le ferait finalement sur des stages de recherche, ou même pour des thésards, en fait, où on va quotidiennement questionner les étudiants, enfin régulièrement on va dire plutôt, questionner les étudiants sur leurs projets, savoir où ils en sont, et avoir finalement un rôle de tuteur à ce niveau-là qui est assez enrichissant autant pour l'étudiant que pour l'enseignant. Le deuxième point, c'est également le support. Là, c'est un support très particulier qu'on vous montre là, c'est ce qu'on appelle un poster scientifique. Donc c'est un poster qui est imprimé sur une feuille en A0 ou A1, et en fait qui est un support de publication, de présentation pour les chercheurs, notamment en conférence. Et donc les étudiants sont amenés à présenter leurs travaux sur ce support-là, sur un support en effet de poster scientifique, avec un discours qui doit être aussi très, très timé dans le temps. Et donc ce sont aussi des contraintes qui sont aussi en lien avec la recherche. Et donc aussi l'objectif un peu de notre rôle en tant qu'enseignant dans la pédagogie, c'est aussi d'induire cette démarche scientifique et ce côté scientifique. C'est-à-dire que un ingénieur, il ne va pas être uniquement amené à faire des choses, il doit mettre en œuvre une démarche scientifique pour que son travail soit pertinent au regard des problématiques qu'il va être amené à traiter. Donc voilà, ça fait un petit peu un résumé de l'accompagnement et de ce qu'on peut voir comme lien avec la recherche. Et puis je vais peut-être laisser mes collègues compléter. Oui, alors côté sciences humaines, innovation, créativité, Andrea, Muriel, est-ce que vous pouvez présenter vos expertises et donner des exemples concrets de ce que vous avez transféré envers la pédagogie? Bien sûr. Du coup, Muriel, je commence. Donc, effectivement, sur tout ce qui va toucher à l'innovation et à la créativité, donc c'est directement nos travaux de recherche et nos réflexions sont directement implémentés dans la pédagogie. À CESI, je suis responsable de l'ensemble du parcours innovation. Donc, ça inclut toutes les filières et différentes années, que ça aille du bac+1 au bac+6. Et donc, je suis en charge de réfléchir à la pédagogie, l'enseignement de l'innovation, de la créativité, et surtout de venir un petit peu questionner finalement quelles sont les finalités de ces disciplines-là. Nos travaux sont le cadre global
sont bien évidemment d'intégrer les démarches d'innovation et des créativités par rapport aux différents défis socio-environnementaux qu'on connaît et qu'on va continuer à connaître dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça, en fait, que toutes ces réflexions sont implémentées dans nos parcours. À titre d'exemple, il y a ce qu'on appelle le projet innovation en deuxième année d'école d'ingénieur qui se décline dans les formations généralistes BTP et informatique. Donc là, c'est sur un projet allant de 2 à 3 semaines selon la filière. On les fait réfléchir à un développement de produits qui intègre, qui répond finalement à ces besoins socio-environnementaux. Donc là, on met vraiment en place toute la démarche du développement d'une activité sur l'idéation, poser une problématique, faire de la veille, de l'étude marketing, monter un business model pour un petit peu aller challenger son projet. Tout ce qui va toucher à la créativité, là, on est vraiment sur ce qu'on peut appeler les soft skills, leur donner un petit peu de recul par rapport à leur propre créativité, mais aussi de la créativité qu'ils vont pouvoir mettre en pratique en groupe. Donc là, l'idée, c'est un petit peu d'aller libérer finalement les potentiels, parce que c'est vrai qu'un ingénieur, on lui apprend à poser un problème et à trouver une solution. Donc diverger, essayer d'explorer plusieurs voies, c'est pas forcément quelque chose qui est inné et facile pour un ingénieur. Donc, c'est vrai qu'avec toutes les approches créatives et toutes les méthodologies qu'on peut leur enseigner, on leur apprend un petit peu à changer de fusil d'épaule et à adopter d'autres perspectives, ce qui peut être extrêmement différenciant lorsqu'ils vont rentrer sur le marché du travail. Toutes les études un petit peu prospectives s'accordent sur le fait que tout ce qui va être créativité, intelligence collective, intelligence émotionnelle, résolution de problèmes sont vraiment des compétences qui vont être extrêmement attendues chez les futurs diplômés et notamment chez les élèves ingénieurs. Donc, au-delà finalement des hard skills, des compétences techniques, du bagage technique qu'on peut enseigner à un ingénieur, nous, on vient un petit peu implémenter tout ce soft-là. Et l'ergonomie, là aussi, c'est intégrer l'utilisateur, comprendre l'utilisateur. On a par exemple ce qu'on appelle le projet en colleuse, où en fait, l'idée, c'est de repenser un petit peu une usine de fabrication. Et là, on vient questionner le poste de l'utilisateur, quelles sont les contraintes du poste utilisateur, quelles sont les finalités, si on met en place des robots, des cobots pour suppléer certaines tâches, quels seront les impacts, comment est-ce qu'on peut accompagner l'utilisateur là-dedans. Donc, c'est vraiment toute cette prise de recul sur le client, l'utilisateur final et les êtres humains et les inciter à prendre de la hauteur finalement par rapport à toutes ces problématiques-là et pas foncer tête baissée dans une solution sans intégrer ces aspects humains, parce qu'au final, l'agent et le facteur humain est vraiment l'élément déterminant dans l'adoption d'une technologie, dans l'adoption d'une nouvelle pratique. Et puis, comme Quentin, on est également amené à encadrer et accompagner des élèves. Donc, c'est vrai que nous, on intervient un petit peu moins sur tout ce qui est ADS, mais on va proposer par exemple des stages d'initiation à la recherche. Donc, c'est des stages de plusieurs semaines où des étudiants, des élèves saisis viennent dans nos labos, nous accompagnent dans nos projets de recherche. Donc, soit mes propres projets ou les projets de recherche de nos doctorants, parce qu'on a plusieurs doctorants. Donc, on propose un petit peu ces stages-là pour venir découvrir finalement ce que c'est la recherche, ce que c'est la démarche expérimentale. Et puis, on peut aussi accompagner des élèves lors d'échanges, de rencontres un petit peu informelles sur des sujets. Donc, c'est vrai que je dirais que la plus-value qu'on a en tant que scientifique, c'est vraiment d'essayer de leur apporter cette prise de recul, cette prise de hauteur, d'être un petit peu moins le nez dans le guidon et de vraiment intégrer cette dimension réflexive, aller consulter un petit peu aussi les travaux de recherche, les publications qu'on peut avoir sur un sujet, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des choses, encore une fois, qui sont innées et intuitives pour justement élargir leur réflexion et vraiment élargir leur curiosité. Parce que pour moi, l'ingénieur d'aujourd'hui et l'ingénieur de demain devra vraiment être extrêmement curieux et avoir en fait toute une mallette à outils de connaissances, de curiosité pour pouvoir faire face aux enjeux et surtout pour pouvoir s'adapter finalement aux différentes évolutions qu'on va connaître dans les métiers. Muriel, je te laisse la parole. Alors, je vais vous parler un peu
ce qui est expertise. Moi, quand je suis arrivée au CESI, ma première expertise, c'était plutôt ma pratique, c'était l'industrie. Et du coup, dans les premières années avant d'être en recherche, j'ai vraiment mis la théorie sur ce que je connaissais en entreprise. Donc là, je me suis occupée d'enseigner et de tout ce qui était en particulier amélioration continue, qualité, parce que tout ça, j'avais la pratique. Ensuite, j'étais confrontée au sujet de l'innovation parce qu'on m'avait demandé d'être responsable d'une formation en innovation. Et alors, du coup, j'ai creusé le sujet et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup intéressée. Et du coup, c'est sur ce sujet-là que j'ai fait ma thèse. Et ma thèse portait sur la culture d'innovation dans les organisations. Du coup, une expertise théorique que j'ai développée, c'est tout ce qui était, vous voyez, c'est plutôt en lien avec l'innovation et le management, c'était tout ce qui était culture organisationnelle, la culture, la notion de culture tout simplement, la notion de culture d'innovation, beaucoup de choses, l'innovation au niveau de l'homme dans l'organisation, au niveau de l'équipe, au niveau des différents niveaux. Et du coup, parce que finalement, toutes ces expertises développées sous différentes formes, eh ben, elles alimentent elles permettent de faire des cours. Elles permettent de faire des cours dans ces domaines-là. Elles permettent de monter des projets. Et puis, l'avantage d'avoir un côté terrain, un côté théorie, c'est de faire le lien avec beaucoup d'exemples, en fait. On va enseigner pas seulement la théorie, on va donner la théorie, on va donner des exemples. C'est un gros... Enfin, c'est important parce que souvent, c'est des mondes qui restent... On a le monde professionnel d'un côté, avec des pratiques qui ne se remettent pas forcément en question, qui ne connaissent pas leurs sources, et puis on a le monde de la recherche avec des explications, et ça permet de faire des ponts, en fait, entre ces deux milieux. Alors, le management, c'est aussi quelque chose, parce que toute ma vie, j'ai eu des équipes. Donc, avant d'être au CESI, enfin, mes 14 premières années, j'ai eu plein d'équipes sous ma responsabilité. Et j'ai eu à la fois des responsabilités hiérarchiques et des responsabilités transverses. Ce qui fait que, assez naturellement, quand je me suis mis à faire de la recherche, on m'a demandé aussi de prendre en charge des sujets de management. Et comme ce que je faisais sur l'innovation, c'était en lien avec l'humain, avec le groupe, avec l'organisation, ça collait bien. Donc c'est comme ça que l'expertise, elle se construit parce qu'elle ne reste pas la même tout au long d'une vie. Elle évolue en fonction des sujets d'actualité. En ce moment, par exemple, on a une nouvelle thèse qui porte sur, enfin, on a des thèses qui portent sur les comportements de mobilité. Et ben, du coup, non, d'ici 2 ou 3 ans, on aura construit, on aura acquis en tant que CESI de très nombreuses compétences sur qu'est-ce qu'un comportement de mobilité, comment on le fait évoluer. Donc, ces expertises, elles évoluent au cours d'une vie et ça fait aussi évoluer les contenus pédagogiques. Merci. Merci Muriel. Alors, du coup, on va continuer un petit peu sur en quoi vos travaux de recherche alimentent vos interventions. Donc, vous êtes enseignant-chercheur 50-50, 50% pédagogie, 50% recherche. Mais comme vous l'avez très bien expliqué, il y a des liens entre cette partie recherche et cette partie pédagogie. Donc, vous avez, par exemple, Muriel ou Andrea, des connaissances à jour grâce à vos travaux de recherche. Vous avez des tests que vous avez fait via le panel d'étudiants. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu davantage de ces résultats d'enquête que vous avez conduits et en quoi vous avez réussi à faire le lien entre recherche et pédagogie? Si vous voulez, j'y vais. Andrea, tu es d'accord? Donc, par exemple, moi, dans le cadre, tous les ans, je mène une enquête en partenariat avec le département des masters spécialisés sur un sujet d'actualité. Donc, ça veut dire que ça concerne tous les étudiants de France qui vont répondre. Ils sont tous en entreprise, ils vont tous répondre. Et après, une fois qu'on a les résultats, eh ben, on va leur en parler.
Et chaque année, on traite de nouveaux sujets. Donc, par exemple, l'année dernière, on avait traité de l'impact. Est-ce que la culture organisationnelle avait un impact sur le bien-être et la performance des étudiants, enfin de nos alternants? Et on avait réussi à montrer que eh bien, les principaux facteurs qui généraient le bien-être et la performance, c'était d'une part la motivation qu'avaient les élèves, si cette motivation était intrinsèque, c'est-à-dire si cette motivation était liée aux choses qu'ils aimaient. Et puis, on avait aussi montré que certains types de culture organisationnelle avaient un impact sur la performance. Voilà. Donc, on utilise les résultats. Ces résultats, on les réimplémente dans nos recherches. On avait montré en particulier qu'il y avait 3 facteurs très, très importants pour que les choses se passent bien. C'était le type de leadership et à quoi servait l'entreprise où on travaillait, la raison d'être de l'entreprise. Et après, on fait le lien et on mesure, enfin, ça nous aide, les résultats des enquêtes. On va présenter les enquêtes, on va présenter les résultats aux élèves et puis on va infléchir un tout petit peu notre enseignement au fur et à mesure que l'on approfondit la compréhension que l'on a de ces éléments. Alors du coup, pour faire toutes ces enquêtes, eh ben, on a besoin de tests fiables. Donc, on va aller chercher de nombreuses grilles de tests dans la littérature scientifique, ce qui va nous permettre de faire passer, d'offrir des panels de tests aux élèves lors des cours sur les sujets, qui sont des panels qui n'appartiennent pas à des sociétés, donc qui sont des tests gratuits, réutilisables, que même pourront réutiliser s'ils en ont besoin. Sans passer par une société spécialisée qui fait payer qui fait payer ses prestations. Donc, nos spécialités, enfin, nos expertises en recherche vont nous permettre de choisir les cours, enfin, de nous orienter sur certains types de cours plutôt que par un autre, et vont nous permettre d'alimenter ces cours en connaissances fondées au fur et à mesure. Elles vont aussi nous permettre de les alimenter en questionnement, hein, enfin, qu'est-ce qu'on peut proposer aux élèves comme outil de mesure. Et elles vont aussi permettre d'approfondir. Quand on fait des travaux de recherche, moi, par exemple, j'en fais beaucoup en entreprise. Et du coup, on a des exemples à rapporter. Et ça permet aussi de donner des exemples variés aux élèves. Ça, on ne le voit pas dans un article de recherche, mais dans un cours, c'est très intéressant de pouvoir raconter des histoires et de donner des exemples précis. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et je laisse Andrea et Quentin poursuivre. Je vais juste compléter et rebondir sur un point. Nos travaux de recherche peuvent également nous amener à comprendre finalement aussi les évolutions pédagogiques et les évolutions en termes d'apprentissage et de déterminer aussi de quelle manière on peut implémenter tel ou tel outil dans les formations. Je pense notamment aux travaux d'un de mes doctorants qui travaille sur ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Donc, les jumeaux numériques, par exemple, c'est qu'on va avoir un outil, une machine ou un espace en réel et on va le dupliquer en virtuel, ce qui fait que les élèves vont pouvoir soit l'utiliser en réel, soit l'utiliser via la réalité virtuelle. Et Pierre, mon doctorant, mène justement une recherche sur l'usage de ces jumeaux numériques, de déterminer quelles sont les conditions les plus optimales d'utilisation, d'intégration de ces jumeaux numériques, quand est-ce qu'ils sont intéressants, quand est-ce qu'on peut s'en passer, quelles sont les répercussions d'un jumeau numérique sur l'apprentissage, sur le plaisir d'apprentissage, sur les informations qui sont retenues. Et ce qui fait que ce projet-là va nous guider, nous en tant que chercheurs et aussi en tant qu'ingénieurs, parce qu'on développe pas mal justement de jumeaux numériques, d'utiliser ces outils-là à bon escient, d'essayer de les implémenter dans la pédagogie de manière pertinente en fonction de nos objectifs pédagogiques. Donc, nos thèses peuvent également amener des connaissances sur le sujet. Je sais qu'on avait des stagiaires ou des thésards qui travaillaient aussi sur les Fab Labs. Donc, ça vient aussi nourrir un petit peu notre réflexion à ce niveau-là. Et l'école et les étudiants sont aussi de bons terrains d'études
Là, j'ai une autre doctorante qui travaille justement sur la mobilité étudiante. Et l'idée, c'est d'aller vers des mobilités qui soient économes en énergie. Donc là, bah, l'idée, c'est aussi de comprendre quelles sont les attentes, quelles sont les pratiques de nos jeunes, quelles sont les difficultés rencontrées et comment finalement, en tant que chercheur, est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins et est-ce qu'on peut finalement faciliter leur quotidien au sein des établissements saisis. Parce que c'est vrai que la spécificité de saisie, c'est vraiment d'être réparti au niveau national sur plusieurs campus. Et quand je prends l'exemple donc là de ma thèse sur la mobilité, bah, c'est un projet qui est national. Il y a des actions qui sont menées dans tous les campus de France. Certains doctorants se déplacent d'un campus à l'autre vraiment pour pouvoir intégrer les différents besoins, les différents comportements. Donc, c'est vrai qu'on va avoir cette vision un petit peu globale. Et tout ça, nous, ça va nous nourrir aussi dans notre réflexion, dans l'orientation de nos travaux, dans les questionnements qu'on peut avoir. On vient aussi confronter en discutant avec les jeunes, bah voilà, des hypothèses qu'on peut poser à un moment donné, des croyances qu'on peut aussi avoir à un moment donné sur un sujet. Et le fait, en fait, bah, de les mettre en pratique, d'aller le confronter avec notre public, bah, ça nous permet aussi de mieux comprendre finalement les finalités et de percevoir un petit peu des choses et de confronter ce qu'on a pu lire dans la littérature avec le terrain. Quentin, je te laisse la parole. Ok, super. Alors, en ce qui me concerne, en fait, ce qu'il faut voir, je pense aussi, c'est que nos activités de recherche, elles sont en lien avec les besoins de la société de manière générale, hein. Tout à l'heure, André l'évoqué sur le changement climatique. Dans mon cas, ben, on travaille sur le bâtiment intelligent. Ce travail-là, il a un but, hein, c'est de développer des bâtiments qui soient à la fois comment dire, ayant une basse consommation d'énergie tout en gardant finalement un niveau de confort pour l'occupant qui soit acceptable. Et en fait, ces thématiques-là, ces enjeux, on va dire, liés à la société et liés aussi au monde actuel, on les retrouve également dans la pédagogie, hein. On a une pédagogie qui évolue au même titre que nos recherches en lien avec ces enjeux-là. Et pour citer un exemple, justement, une partie de mon travail est de développer finalement des systèmes de gestion du bâtiment dits intelligents au sens où finalement on va avoir un système de gestion qui va s'intéresser à l'occupant et à la manière dont il va réagir par rapport à un niveau de confort dans le bâtiment. Donc est-ce qu'il a trop froid? Est-ce qu'il y a trop de lumière? Pas assez de lumière? Est-ce que c'est trop bruyant? Et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que le bâtiment s'adapte continuellement à ces réflexes humains et puisse apprendre si l'occupant va régulièrement appuyer sur l'interrupteur, il va apprendre que la lumière n'est pas assez allumée, par exemple. En lien avec cette thématique de recherche, on travaille aussi, on a du contenu pédagogique qui est développé notamment pour la filière BTP et génie civil sur la performance énergétique des bâtiments et sur le confort des utilisateurs et la santé aussi au sein des bâtiments. Donc vous voyez que c'est des enjeux finalement qui sont aussi très proches, qui répondent réellement à des aspects assez bien identifiés entre la santé dans le bâtiment et le confort des occupants. Et typiquement, en effet, on a une séquence pédagogique qui reprend finalement une partie de l'état de l'art dans le domaine et en lien avec notre recherche. Peut-être de manière aussi un peu plus, un peu plus directe, un peu plus rapide, on peut aussi faire un lien notamment dans les stages que l'on peut proposer aux étudiants et notamment le fait qu'on fait aussi travailler nos étudiants dans le cadre de nos activités de recherche sur des stages de recherche et innovation. Et donc, ils contribuent aussi à nos recherches, au même titre d'ailleurs qu'ils répondent aux questionnaires d'André, de Muriel. On implique également nos étudiants dans nos activités de recherche dans le cadre de stages d'initiation à la recherche, de stages de master aussi. Et donc, nos étudiants sont aussi partie prenante d'une certaine façon aussi de nos recherches. Voilà pour ce que j'ai à rajouter. Merci pour ces trois interventions. Alors, on va, pour terminer, parler peut-être des outils et des espaces. Donc, à saisir, on a de nombreux outils et espaces disponibles, à la fois pour la recherche, à la fois pour les étudiants. Peut-être Quentin commençait à nous parler des espaces plutôt techniques.
donc de la réalité virtuelle augmentée, robotique, impression 3D, sachant que tu as aussi cette casquette de responsable Fab Lab du côté du campus d'Orléans. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à quoi sert ce matériel et nous donner des exemples Oui, parlants? tout à fait. Ouais. Jusque-là, je suis resté assez imprécis sur le Fab Lab et à juste titre pour justement pouvoir le présenter plus longuement dans cette section. En fait, tout d'abord, je dirais que le Fab Lab se trouve un peu à l'intersection entre la pédagogie et la recherche. Donc, comme je le disais, le Fab Lab, c'est un espace qui va héberger un ensemble d'équipements techniques. Donc, Fab Lab, ça veut dire Fabrication Lab, donc laboratoire de fabrication en français. Et en fait, c'est un outil initialement pour le prototypage. L'idée, c'est de pouvoir créer et réaliser très rapidement des objets grâce notamment à des imprimantes 3D, mais on a d'autres équipements comme des découpeuses laser, des fraiseuses numériques, et ainsi de suite. Les campus de CESI sont tous au moins équipés d'imprimantes 3D, donc ça permet aux étudiants de très rapidement pouvoir prototyper des objets en 3 dimensions. Ça, c'est le premier point. Le second point, en effet, c'est qu'on va également expérimenter aussi d'autres technologies comme de la robotique. Alors la robotique, elle va intervenir plutôt sur la partie notamment ingénieur au niveau des options en réalité en robotique, excusez-moi, et justement permettre aux ingénieurs d'avoir des équipements réels sur lesquels ils puissent faire leurs travaux pratiques. C'est également des outils qui peuvent aussi servir dans d'autres activités pédagogiques, notamment là je pense aux petits robots bleus qu'on voit à l'écran. Ce sont des robots qui sont programmables avec différents types de langages pour différents niveaux de compétences en programmation. Et donc ça peut être aussi des supports pédagogiques très intéressants pour l'apprentissage de l'algorithmie, de l'informatique et de la programmation de manière un peu plus ludique et concrète. Sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, là on est vraiment sur un support d'expérimentation. Donc la réalité virtuelle, très rapidement, hein, c'est un casque immersif, c'est ce que porte la jeune fille qui est à l'écran aussi. Donc c'est un casque en fait qui va nous immerger dans un monde virtuel. Alors c'est un outil que l'on connaît notamment à travers le monde du jeu vidéo, mais qui est un outil aussi industriel assez développé parce qu'en fait ça permet d'immerger la personne dans un environnement notamment industriel auquel elle n'aurait pas forcément accès. Et de ce fait, c'est un outil pédagogique très intéressant parce que finalement, nous, ça nous permet en effet de simuler des environnements industriels. Et pour reprendre l'exemple qu'a cité tout à l'heure Andrea sur la cobotique et sur la création d'un espace de travail pour un salarié d'une chaîne de production, c'est typiquement un outil qui est vraiment fait pour ça, puisque les étudiants vont pouvoir avoir en face d'eux la chaîne de production, le prototype qui va l'intégrer et pouvoir décider de quelle table, de quel robot, de quelle disposition des différents éléments ils vont être amenés à utiliser pour justement créer un espace qui soit à la fois sûr pour l'opérateur et également suffisamment performant par rapport aux contraintes industrielles associées au projet. La réalité augmentée, c'est aussi donc là, c'est un autre pan de la technologie. Là, pour le coup, on va avoir en fait quelque chose qui va s'afficher par-dessus ce que l'on voit. Donc là, on utilise souvent des tablettes où on va pouvoir voir en effet à travers la caméra l'environnement réel. Et au-dessus de l'environnement réel, on va avoir des informations qui vont s'afficher. Et donc, c'est aussi des équipements qui sont, enfin, des technologies qui sont utilisées dans l'industrie, qui sont notamment utilisées dans le cadre de maintenance industrielle pour pouvoir justement avoir en permanence un ensemble d'informations sur la machine, sur les modes opératoires de la machine. On peut aussi avoir une déclinaison de cette technologie avec un casque de réalité augmentée. Donc, on va voir à travers une lunette. Donc, on va voir le monde réel, mais on va avoir des éléments qui s'affichent au-dessus. Et donc, ce sont des outils en effet que l'on utilise encore une fois pour toujours faire le lien à la fois avec les outils technologiques et également pouvoir les utiliser en tant qu'outil d'expérimentation pour la pédagogie. Pour revenir très rapidement peut-être sur la réalité virtuelle, on a aussi une option en réalité virtuelle justement qui vise à développer un jeu vidéo. C'est une option qui se fait dans le domaine informatique et qui est assez appréciée puisque les étudiants sont amenés en 5-6 semaines à développer un jeu vidéo à la fois sur PC puis également sur casque. Donc ça nous permet aussi d'avoir un support de développement intéressant.
Voilà. Et puis l'impression 3D, hein, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un outil qu'on utilise assez souvent, mais ça va être un outil également pédagogique. On s'en sert notamment pour les premières années, nos premières années du cycle préparatoire intégré, qui vont très rapidement être amenées à utiliser ces outils-là pour notamment prototyper une boîte en fait qu'ils vont créer de A à Z, suivant aussi des contraintes techniques très particulières qu'on leur donne aussi. Donc voilà, donc pour moi c'est donc un outil pédagogique assez puissant. Je laisserai la partie créativité et innovation à mes collègues. Et peut-être pour revenir un peu plus sur l'aspect recherche, le Fab Lab, c'est aussi un élément, c'est aussi un support de recherche. Alors je reprends les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Typiquement, dans le cas d'expérimentation, notamment sur les jumeaux numériques, on va être amené à utiliser ces casques-là, mais là cette fois-ci pour la recherche. Pareil, sur la robotique, on pourrait être amené aussi à utiliser ces supports-là pour développer aussi des systèmes cobotiques assez particuliers. Et enfin, sur l'impression 3D, on a également des recherches qui sont menées dans ce domaine-là. Donc tout ça fait que le Fab Lab est vraiment à l'intersection de ces deux domaines, la pédagogie et la recherche, et c'est vraiment aussi un point de rencontre qui est assez riche sur les campus. Merci Quentin. Alors on a vu ces éléments vraiment très techniques, mais peut-être que Muriel et Andrea vont pouvoir nous renseigner un petit peu davantage sur est-ce que ces espaces servent aussi à l'innovation et la créativité et comment? Oui, oui, tout à fait. Alors, concernant la créativité, à Nanterre, on a, mais je sais que dans d'autres CESI aussi, ce qu'on appelle le Creative Lab. Donc ça, en fait, c'est un espace qui est dédié à la créativité et qui a été conçu en prenant en compte finalement les principes de la créativité et en mettant en application certaines méthodes de créativité, par exemple pour favoriser tout ce qui va être divergence des idées, la convergence aussi, utiliser des tableaux de couleurs, ça c'est ce qu'on appelle la méthode des 6 chapeaux, qui est une grande méthode de créativité pour explorer finalement toutes les dimensions d'une problématique. Donc, c'est des espaces comme le Creative Lab vont nous permettre de réaliser des séances de créativité, tout simplement. C'est assez similaire de ce qu'on va retrouver en entreprise, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir des espaces dédiés à la créativité. Donc, nous, on a aussi développé cet espace-là pour mener nos ateliers de créativité et pour vraiment faire vivre l'expérience d'une séance de créativité collective. En termes d'outils, bah, nous, on va beaucoup apporter des méthodes d'innovation, donc des méthodes et des outils de créativité, donc soit à un niveau individuel, soit à un niveau collectif. Et l'idée, hein, c'est que les élèves, dans leur future carrière, puissent les réutiliser. Donc, j'ai eu quelques retours d'expérience d'anciens étudiants qui ont développé des approches de design thinking, qui est une approche de créativité sur la résolution de problèmes et le prototypage. Voilà, qui ont animé des séances de créativité, qui ont eu un petit peu mobilisé finalement ces connaissances-là dans leur pratique d'ingénieur, et peu importe le secteur d'activité. Concernant l'innovation, bah, on leur apporte aussi des stratégies, des visions. On le disait tout à l'heure, on a un projet de développement d'activité, donc ce qui veut dire que si parmi nos jeunes, on a des élèves qui souhaitent s'orienter vers le développement d'une entreprise ou d'une activité un petit peu innovante, on leur donne déjà des billes sur les différentes étapes auxquelles ils vont être confrontés. Et tout ce qui va être réalité virtuelle, augmentée et impression 3D, bah, c'est aussi des outils que nous, on va utiliser dans nos travaux de recherche. J'ai une collègue qui travaille sur la créativité, des méthodes de créativité, et qui, en fait, grâce au dispositif de réalité virtuelle et réalité augmentée qu'on a saisi, bah, en fait, va tester des choses dans le monde virtuel. Donc là, l'idée, c'est de reprendre des choses qui ont fonctionné dans le monde réel et de le mettre dans le monde virtuel pour voir bah, si on retrouve les mêmes effets. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que ça fonctionne? Donc, ça nous permet vraiment d'explorer d'autres possibilités par rapport à nos méthodes de créativité qu'on a usuellement. Donc, de voir comment finalement la réalité virtuelle peut venir déployer et développer ces approches-là.
tout ce qui va être de l'ordre de l'impression 3D, ben, c'est des choses qui vont être très intéressantes pour nous dans tout ce qui va être prototypage rapide. Si je reprends le cas de mon projet innovation, à un moment donné, on va leur demander de développer finalement un prototype pour qu'on ait un petit peu un visuel de leur projet. Ben, le fait de pouvoir accéder au Fab Lab, ça leur permet à la fois de développer des compétences dans tout ce qui va être conception, mais aussi ben, voilà, d'intégrer les fonctionnalités, de se projeter un petit peu dans le produit. Donc, nous, finalement, on va être sur de la créativité, de l'innovation, ça va être assez transverse avec les outils qu'on peut retrouver au Fab Lab. Si je reprends le cas des petits robots là, qui sont aussi affichés, bah, c'est aussi pour nous des études de cas. On a des stagiaires qui viennent étudier les interactions pour finalement optimiser un petit peu ces robots-là. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on va mettre nos services pour les entreprises, parce que souvent on peut avoir un petit peu des contrats où en gros ils nous donnent des objets, des produits que nous on va tester avec nos élèves en proposant des stages et notamment des stages d'initiation recherche. Et puis après on peut leur faire un retour sur ce qui va et sur ce qui va pas. Et c'est aussi une force, hein, vu qu'on est très ancré avec le monde industriel. On a beaucoup de nos projets de recherche qui sont en collaboration avec des industriels et on a aussi l'opportunité de tester de certains produits, certaines produits qui sont en cours de développement, de start-up, et de voir un petit peu si ça fonctionne et après de rebasculer dans d'autres environnements. Donc, on est vraiment sur ce côté pratique et sur le fait de pouvoir explorer d'autres choses à travers les technos qu'on va avoir dans nos Fab Labs. Merci beaucoup. Alors Muriel, peut-être que tu veux compléter aussi sur les méthodes et savoir-faire? Alors, c'est pas vraiment en lien direct avec les espaces que l'on va avoir, mais par exemple, il y a je voudrais donner deux exemples qui sont partis Le premier, c'est quelque chose qui est parti du Creative Lab. Par exemple, avec le Creative Lab, on l'avait conçu pour qu'on puisse y faire la méthode des 6 chapeaux, qui en fait est une méthode collaborative. Et cette méthode, eh ben, on peut très facilement faire travailler les élèves en l'utilisant dans des cours différents, en fait. Et ça permet, c'est une méthode qui permet de traiter un sujet sous tous les angles. Et en fait, ça enseigne, c'est une méthode qui permet d'arriver à un résultat en minimisant les conflits. Voilà. Les conflits entre les personnes. Donc, c'est une méthode issue de la recherche qui a été médiatisée dans le département via un espace, mais qu'après, on peut redéployer ailleurs. D'accord ? Donc ça, c'est pas mal, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que je voulais parler en tant que chercheur. Moi, par exemple, un des travaux importants que j'ai fait il y a quelques années, c'était de créer un accompagnement sur mesure pour toutes les thèses professionnelles. On avait beaucoup essayé les diplômes Bac+6 qui avaient des gros problèmes pour comprendre ce qu'était une thèse professionnelle. Et en fait, un livrable que j'avais réalisé et que j'ai testé et qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on met en place comme travaux dirigés sur une année entière, une formation qui dure un an. Qu'est-ce qu'on apprend aux gens à faire à un moment donné pour qu'ils arrivent à réussir leur mémoire en fin d'année. Voyez. Donc, on a créé tout un parcours. C'est une méthode qui est issue d'un espace de l'art physique, mais c'est ce qui permet aussi, nous, d'injecter des méthodes et des savoir-faire dans la pédagogie. Je ne sais pas si mes exemples étaient alignés avec la question, mais voilà. Très bien. Si, c'est parfait. On t'a un petit peu perdu, Muriel, sur la fin. Je ne sais pas si c'est moi, mais on a bien entendu les deux exemples. Mais écoutez, merci beaucoup. On va arriver à la fin de ce webinaire. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu durant cette petite heure? On a vu qu'on avait des enseignants-chercheurs extrêmement motivés qui font à la fois de la recherche, à la fois de la pédagogie, mais ce ne sont pas deux sections complètement distinctes. Au contraire, ils enrichissent la pédagogie avec leurs travaux de recherche, ils utilisent les étudiants, on va avoir des échanges dans ces deux sens. Et du coup, ça nous permet... Ils travaillent avec, absolument, Pascal, ils travaillent avec. Et tout ça, ça nous permet d'avoir des résultats qui sont fort intéressants dans les deux domaines.
Peut-être, est-ce que vous avez un petit mot de la fin aux 3 intervenants? Sinon, on va commencer les questions. Non, c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Je ne sais pas, Pascal, est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Non, je n'ai pas de questions pour l'instant sur le chat. On peut attendre encore une petite minute. Sinon, ce sera la fin de ce webinaire qui était passionnant, hein. Merci. J'ai surtout relevé, et c'était très intéressant chez Muriel, quand tu parlais de la différence entre là où il y a les chercheurs, là où il y a l'activité, et que vous, justement, vous êtes sur vos campus et que vous êtes sur les deux et vous pouvez travailler aussi bien avec la réalité que dans vos bureaux de chercheurs. Et c'est ce que je vois tous les jours sur le campus auquel j'appartiens. Je crois qu'on n'a pas de questions, donc je vous remercie infiniment, Quentin, Muriel, Andrea et, excusez-moi, je suis en fin de journée, et Tiffaine pour ce webinaire qu'on a enregistré et que l'on pourra mettre en replay à la fin de ces 15 jours dédiés à l'orientation côté parents.